Bonjour, mesdames et messieurs. Je dis bienvenue aux gens de la première chaîne de Radio-Canada. Non, ce n'est pas votre jeu. C'est un point de presse de François Legault et de Geneviève Guilbeault qu'on va vous présenter. Ils doivent répondre à une question simple, mais qui est complexe à la fois. Comment faire respecter les règles sanitaires? Quel pouvoir donner aux policiers du Québec? Est-ce qu'il y aura des contraventions plus faciles à donner pour les gens qui n'ont pas de masque? Avec nous, Sébastien Bovet est à Québec. On est en attente, Sébastien, donc de ce point de presse de M. Legault, de Geneviève Guilbeault et des détails concernant ce qu'on va donner ou pas comme pouvoir aux policiers. Oui, et déjà, M. Legault envoie un message sur le ton sur lequel il veut faire cette annonce sur les réseaux sociaux. Il vient de publier une petite phrase, enfin trois phrases. Il y a une minorité de personnes qui ne respectent pas les consignes de la santé publique et qui mettent la vie des autres en danger par insouciance ou négligence. On ne peut pas accepter ça. Alors, vous voyez Mme Guilbeault qui est seule dans le corridor. Ça, c'est particulier parce que, oui, ils seront les deux côte à côte à la conférence de presse, mais ils s'y sont préparés dans des salles séparées, parce qu'on veut limiter le plus possible le risque que les deux tombent malades en même temps. Alors, Mme Guilbeault vient de faire son entrée. Dans un instant, ce sera au tour de M. Legault. Et ils seront séparés, comme c'est le cas depuis hier dans cette salle de conférence de presse, par des plexiglas. Alors oui, en effet, on s'attend à ce qu'ils donnent des outils, si on veut, supplémentaires aux policiers pour appliquer les mesures sanitaires. Et on montrait des images il y a quelques minutes, je ne sais pas si on les a encore, des gens qui se rassemblent à Montréal déjà pour manifester contre les masques. Or, c'est ça toute la question. Comment faire respecter les règles sans aller trop loin et mettre de l'huile sur le feu et d'accentuer les manifestations anti-règles sanitaires? Alors, c'est cet équilibre-là que le gouvernement doit faire respecter, doit tenter d'atteindre. Et non seulement comment éviter de braquer les gens qui manifestent, mais aussi peut-être une autre frange de la population qui est un peu lassée, fatiguée des mesures, des contraintes et qui se dit... oui, le gouvernement veut faire appliquer les mesures sanitaires, mais il faut qu'il trouve un juste équilibre entre la vie privée, la liberté des gens et l'application des règles sanitaires. Par exemple, dans les maisons, il n'est pas question, le gouvernement nous a dit de faire entrer les policiers chez vous, chez nous, sans mandat ou s'ils ne sont pas invités. Mais ils pourraient obtenir des mandats plus rapidement pour rentrer chez vous. C'est-à-dire qu'il est question, c'est une information qui circulait aujourd'hui sur la colline parlementaire, d'avoir des télémandats. Alors, c'est essentiellement d'avoir peut-être un juge disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, qui, selon ce que les policiers lui font comme rapport, pourrait émettre rapidement un mandat qui serait rapidement délivré au policier qui est sur place où il constate une infraction pour ensuite pouvoir rentrer et donner des contraventions aux gens qui ne respectent pas les rassemblements ou l'interdiction des rassemblements. Et on parle beaucoup de ces contraventions qui pourraient être données à l'image des contraventions qu'on donne pour des excès de vitesse, là. Oui, ça, c'est des constats rapides. Alors, c'est un outil, c'est de la quincaillerie, mais actuellement, il faut que les policiers rédigent ce qu'on appelle un constat d'infraction générale. Le constat d'infraction générale, c'est un bout de papier qui se retrouve sur le bureau d'un procureur de la Couronne qui, lui, doit déterminer quel genre d'amende on donne. Alors, ce qu'on veut, c'est pouvoir donner sur le champ la contravention aux contrevenants, ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires. Donc, d'où cette idée du constat rapide qui permet, comme quand vous faites un excès de vitesse sur l'autoroute, de recevoir votre contravention sur le champ et de savoir quel est le montant appliqué et quel est le montant que vous devez payer. Donc, c'est un outil additionnel dans le coffre à outils des policiers. Et on est encore en train, 2 jours plus tard, de gérer les annonces qui ont été faites il y a 2 jours, c'est-à-dire fermeture des bars, des salles de spectacle, des musées. On laisse ouvert, par ailleurs, les gyms, et ce qui a fait dire à plusieurs personnes, mais pourtant, on a autant besoin de culture que de se faire les muscles. Puis j'enlève rien à un comme à l'autre, mais les deux, c'est bien de les avoir. Bref, on doit gérer la cohérence du discours encore, là. Oui, et il y en a certains qui disent que c'est incohérent. Hier, M. Legault a tenté une explication qu'il n'avait pas donnée la veille quand il avait annoncé les mesures. Essentiellement, il a dit... Vous savez, c'est une affaire de temps d'exposition ou de temps de contact. Dans des salles de cinéma, dans des salles de spectacle, le contact peut être prolongé, donc ça augmente le risque de propagation de la maladie. Alors que dans un commerce, par exemple, le contact la personne peut être dans le commerce une dizaine de minutes, ça réduit le risque de contact. Je ne vous dis pas que c'est l'explication par excellence, mais c'est l'explication qu'il a donnée ou qu'il a tenté de donner hier pour justifier sa décision de fermer les bars, les restos.
Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il veut casser la socialisation, c'est-à-dire qu'au-delà de savoir s'il y a des éclosions, on ne veut plus que les gens socialisent. Voilà, M. Legault qui fait son entrée à son tour. Comme vous avez bien expliqué, ils se sont préparés, la vice-première ministre et le premier ministre, dans 2 salles séparées pour éviter que les 2 ne contractent la COVID en même temps, puisque l'autre remplace un si un est malade. On aura compris le rôle de la vice-première ministre. Et là, il y aura des... Ça, c'est nouveau. Dans cette salle de conférence de presse au Parlement à Québec, vous voyez des panneaux de plexiglas. Maintenant, on est habitué, il y en a partout, mais il y en a là maintenant. Alors, Mme Guilbeault est dans son espace. M. Legault sera au milieu, dans le sien. Et Dr Arruda, je présume, on l'a vu passer, je crois, sera aussi présent. Donc, il ne sera pas question de... Bien, en fait, les journalistes vont poser des questions, puis heureusement surtout, mais il est essentiellement question, mesdames et messieurs, et Sébastien, de ces règles et de ces pouvoirs qu'on va donner aux policiers. Quoi. Pour faire appliquer les mesures sanitaires, évidemment. Très bien. Alors, on écoute ça. Vous allez être là au retour. Notre panel sera là au retour également. À tout de suite, mesdames et messieurs. Et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir de proche, même s'il y a un plexiglas, notre vice-première ministre. On ne s'est pas vu depuis le début de la pandémie. Donc, on a pris toutes les mesures nécessaires. Donc, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je voudrais revenir sur ce qui est arrivé à l'hôpital de Joliette avec Mme Echakan, une femme à Tikamek. J'ai été, comme tous les Québécois, choqué de voir la vidéo, d'entendre les propos racistes à l'égard de Mme Echakan. Je veux vous dire qu'il y a une infirmière qui a été congédiée. Il y a 2 enquêtes qui sont en cours. Puis comme vous le savez, j'ai déjà donné un mandat à Nadine Giraud et Lionel Carman. Ils doivent, dans les prochaines semaines, me remettre une liste de recommandations, puis on va agir pour lutter contre le racisme. C'est totalement inacceptable, ce qu'on a vu là. Personne n'aime ça. Maintenant, je veux revenir sur la 2e vague de la pandémie. D'abord, 2 précisions. Suite à une analyse de la santé publique, qu'on nous a recommandé que dans Chaudière-Appalaches, il y ait 3 MRC qui passent de zone rouge à zone orange. Donc, on parle des MRC des Etchemins, Montmagny et Lillet. Donc, évidemment, ça a des conséquences sur les gestes qui sont posés à partir de minuit ce soir. Autre précision concernant les bibliothèques publiques, les Québécois vont pouvoir aller chercher des livres, emprunter des livres avec un masque et en gardant le 2 mètres, mais il n'y aura pas de rassemblement dans les bibliothèques publiques. Je reviens sur la situation de la pandémie. On le voit, le nombre de cas continue d'augmenter, le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter. La situation est inquiétante et plus que jamais, je veux demander encore aux Québécois, au moins pour 1 mois, de faire des sacrifices parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. On veut aussi garder nos enfants dans les écoles, puis on veut protéger aussi notre réseau de la santé. Bon, j'ai entendu puis lu beaucoup de commentaires depuis hier sur les décisions qu'on a annoncées lundi. Les gens se demandent pourquoi on a fermé certaines activités puis pas d'autres. D'abord, je veux être bien clair, là, il n'y a pas un jugement de valeur qui a été posé, à savoir est-ce qu'on punit les activités qui ont fait moins d'efforts. C'est pas ça le critère qui a été utilisé. Ce qu'on veut, là, puis on peut débattre longtemps de savoir est-ce qu'il y a des activités qui sont plus ou moins essentielles ou plus ou moins non essentielles. Le but, c'est de choisir un certain nombre d'activités et de réduire les contacts. Puis pour être bien franc avec vous, c'est pas impossible que dans les prochaines semaines, on ajoute à ces activités-là. Donc, il y a actuellement une urgence d'agir. On a choisi un certain nombre d'activités
C'est pas un jugement de valeur. Ça ne veut pas dire qu'il y a des activités qui sont plus importantes que d'autres avec la santé publique. Donc, on établit une certaine liste. Puis, c'est pas impossible que des activités s'ajoutent à cette liste-là. Bon, maintenant, c'est pour ça que je suis avec la vice-première ministre et la ministre de la Sécurité publique. On a eu un conseil des ministres aujourd'hui pour se parler de comment on va faire respecter les consignes. Parce qu'on va se dire la vérité, à cause de l'insouciance ou la négligence d'une minorité, on se retrouve dans une situation là, où il y a beaucoup de monde qui sont affectés et il y a des vies qui sont en jeu. Puis là, je veux faire un parallèle là, avec certaines consignes comme les lumières rouges. Les gens savent, s'ils passent sur une lumière rouge, là, ils peuvent avoir une amende parce qu'ils mettent la vie des autres en danger. C'est pas une question de liberté. Là. Il n'y a pas personne au Québec qui va se dire « Hey, ça n'a pas de bon sens qu'on me donne une amende parce que je suis passé sur la lumière rouge. » Là. Ça vient toucher la sécurité, même la vie des autres personnes. Donc, c'est la même chose avec la COVID. Les personnes qui ne respectent pas les consignes, ils mettent en danger la vie des autres personnes. Donc, revenons sur les consignes pour vous expliquer comment on va les appliquer. D'abord, commençons par les maisons. À partir de minuit ce soir, dans les zones rouges, ça ne sera pas possible de recevoir des invités, sauf quelques exceptions, comme un proche aidant, une gardienne, un plombier. Donc, ce genre-là de services essentiels que des personnes doivent recevoir dans leur maison. Mais soyons bien clairs, là. Quelqu'un qui fait un party dans sa maison, bien, il est en contravention de la loi et il met la vie de d'autres personnes en danger. Donc, quand ça arrive, les policiers vont pouvoir leur donner un constat d'infraction. Comment ça va se passer? Bon, d'abord, il y a des gens qui vont sûrement collaborer et accepter d'ouvrir la porte, mais si la personne refuse de collaborer, les policiers vont pouvoir obtenir un télémandat rapidement d'un juge, là, ça veut dire le soir même, pour être capable de donner un constat d'infraction. Je veux être bien clair, là. Les policiers ne vont pas commencer à cogner au hasard à toutes les portes du Québec. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. On va le faire, puis les policiers vont le faire seulement s'il y a des motifs de croire que la loi n'est pas respectée. Encore là, la vice-première ministre, avec le DPCP, avec les corps policiers, bien, c'est assuré qu'on va pouvoir avoir des constats portatifs pour être capable de donner des contraventions rapidement. Maintenant, les manifestations. Je l'ai dit lundi, à partir de minuit ce soir, les manifestations ou les manifestants vont devoir porter un masque. C'est pas vrai qu'on va demander à des Québécois de faire des sacrifices, puis que pendant ce temps-là, il y a des personnes qui, en se réunissant dans une manifestation, vont risquer qu'il y ait une grosse éclosion qui pourrait causer des torts à plusieurs personnes dans la société. Donc, ces personnes-là vont pouvoir recevoir des contraventions de 1 000 $. Même chose pour les maisons, même chose pour les manifestations, 1 000 $ par personne. Puis encore là, les policiers vont avoir des constats portatifs pour être capables de donner rapidement des contraventions. Il y a aussi les rassemblements dans les parcs. D'abord, je vous rappelle que
au moment où on se parle, là, donc pas à minuit, au moment où on se parle, dans les zones oranges, comme Montréal, les rassemblements sont limités à 25 personnes. À partir de minuit, ça va être tous les rassemblements qui vont être interdits. Donc, ce qu'on a demandé aux policiers, c'est d'abord de disperser les gens, donc de les inviter à cesser d'être rassemblés. Mais si il y a des manifestants qui refusent de collaborer, bien, ils vont pouvoir aussi recevoir une contravention. Bon. Une autre précision importante, parce qu'on a commencé à entendre ça, les personnes qui habitent dans une zone rouge ne peuvent pas aller dans un restaurant dans la zone aux côtés qui est orange. Je ne veux pas mettre le fardeau sur les restaurateurs, mais je veux juste dire à ces personnes-là, ce qui est illégal dans la zone rouge est illégal si vous allez dans une autre zone. Donc ça, c'est très clair. Peut-être une autre précision aussi, c'est le temps de la chasse. Donc il y a des personnes qui sont dans des zones rouges, qui vont aller dans les prochains jours peut-être dans leur camp de chasse. C'est correct. Mais là, ce qui est important, c'est de ne pas aller faire l'épicerie dans la zone orange ou la zone jaune où est leur camp de chasse, qui arrivent avec leur nourriture, là, un peu comme on le faisait ce printemps. Je termine avec mes remerciements du jour. Ça va être pour les policiers et les policières. Ça ne sera pas facile les prochaines semaines pour les policiers et les policières, mais on a besoin de nos policiers et nos policières pour faire respecter la loi et pour nous protéger. Donc, je vous dis un énorme merci aux policiers et aux policières. Maintenant, quelques mots en anglais. Good evening. Bonsoir à chacun, chacune. Avant tout, j'aimerais dire quelques mots sur la mort tragique de Joyce Echaquan. Comme tous les A nurse has been fired and 2 investigations are ongoing. Notre tâche ou notre groupe de travail sur le racisme va formuler des recommandations dans les semaines à venir. Nous allons agir rapidement, il nous faut le faire. Maintenant, quant à la pandémie, la situation est encore préoccupante. Aujourd'hui, nous avons pris de nouvelles décisions visant à faire appliquer les règles sanitaires. Nous ne pouvons accepter qu'une majorité de personnes paient le prix de la négligence d'une minorité. À partir de minuit ce soir, nous ne pourrons recevoir de gens dans notre résidence dans les zones rouges. Si vous invitez des invités pour une fête, vous enfreignez la loi. Quand cela se passe, la police pourra émettre des amendes de 1 000 $. Si la personne refuse de coopérer, les policiers peuvent demander un juge pour un mandat à distance afin d'intervenir. Et cela peut être émis le soir même. Pour les manifestations, le port du masque sera maintenant obligatoire. Ceux qui refusent de suivre cette règle pourront également recevoir une amende de 1 000 $. Les forces de l'ordre pourront agir rapidement en émettant des contraventions sur le champ. À partir de minuit ce soir, les rassemblements extérieurs seront également interdits. Les policiers et les policières vont essayer, dans un premier temps, de disperser ces rassemblements, mais si les gens ne coopèrent pas, ils pourraient recevoir des contraventions. J'aimerais également clarifier quelque chose. Les gens qui vivent dans les zones rouges ne peuvent pas se rendre dans un restaurant dans une zone orange. Nous ne demanderons pas aux propriétaires d'établissements de le vérifier, mais les gens pourraient recevoir une contravention. Le travail des policiers et des policières ne sera pas facile dans les semaines à venir. Donc, j'aimerais les remercier à l'avance
de faire respecter les règles sanitaires et surtout de nous protéger. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Première question, Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. D'abord, pour bien comprendre l'exercice du télémandat, je crois que c'est déjà possible à l'heure actuelle de procéder par télémandat. Bon. Est-ce que là-dessus, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui sont apportés le DPCP pour assurer l'exercice de ça? Est-ce que je dois comprendre que ces pouvoirs-là ne seront exercés que dans les zones rouges et que d'autres types de parties, mettons, dans les zones oranges, ça ne s'applique pas, là? Est-ce qu'on peut préciser la chose? Oui, bien sûr, le télémandat, effectivement, ça existait déjà, le télémandat. Là. Puis d'ailleurs, on en a parlé beaucoup, la fameuse question, est-ce qu'on va entrer dans les maisons sans mandat? Puis je le répète ce soir, non, il n'y a rien qui change à cet égard. On doit avoir soit le consentement de la personne qui habite là ou qui loue l'endroit, ou un mandat à défaut d'avoir le consentement. Donc ça, il n'y a rien qui change là-dessus. Je veux être très, 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 très claire. Maintenant, la nouvelle chose, et je l'ai dit souvent, moi, ce sur quoi je travaillais, c'était de pouvoir doter nos policiers de nouveaux outils de travail, en l'occurrence les constats portatifs, qui se rapprochent beaucoup plus d'une contravention directe, immédiate et beaucoup plus dissuasive à notre sens qu'un rapport d'infraction. Alors, que ce soit en zone jaune, orange ou rouge, ils pourront désormais donner ces constats d'infraction s'ils constatent, bien sûr, l'infraction. Alors là, soit il y a deux cas de figure. En fait, le policier peut arriver à la suite d'un signalement ou parce que, je ne sais pas, il se promène dans la rue puis il y a quelqu'un qui lui dit « il y a un gros party » ou bref, il y a un signalement avec tranquillité publique ou autre motif. Il arrive à un endroit, cogne à la porte. Comme disait le premier ministre, la plupart des gens vont être portés à ouvrir la porte et à collaborer un minimum. Et là, il va pouvoir constater si oui ou non il y a une infraction dans la maison. S'il y en a une, va amener les gens à se conformer. Donc, va dire, vous devez quitter l'endroit, vous n'avez pas le droit de vous rassembler. Là, ça dépend des zones. Là, en zone jaune, orange ou rouge, on passe de 10 personnes à 6 personnes permises à aucune personne permise en zone rouge, donc selon la zone où on se trouve. Et on s'attend à ce que dans la majorité des cas, les gens vont se conformer. Là. Les gens vont quitter, puis donc l'objectif va être atteint, les gens vont s'être conformés, puis on va éliminer le risque qu'on encourt de propagation du virus. L'objectif, c'est pas de donner autant de contraventions que possible, c'est évidemment d'amener les gens à se conformer aux règles. Donc, s'ils se conforment, n'auront pas de constat, mais à défaut de se conformer, vont pouvoir avoir un constat. Et s'il y a vraiment un refus de collaborer, bien là, le policier peut aller dans sa voiture et demander le télémandat. Et une fois qu'il a le télémandat, peut intervenir et, s'il y a infraction, encore une fois, donner le constat portatif. Okay. L'amende étant toujours de 1 000 $ sur les constats portatifs. Non. Monsieur le Premier ministre, vous donnez quand même les responsabilités que vous confiez aux policiers. Ça pourrait être quand même assez compliqué à appliquer, entre autres lorsque vous apportez les distinctions sur une personne qui est en zone rouge, qui se déplace en zone orange, comment elle doit se comporter comme si elle se trouvait en zone rouge. Est-ce que vous avez eu des échanges avec les chefs de police pour vous assurer de la clarté des règles qui sont mises en place et est-ce que les corps de police vous ont dit que c'était suffisamment clair pour être appliqué? Oui, on a eu, plusieurs échanges avec les corps de police, bien entendu, en particulier les grands corps de police qui couvrent une bonne partie du territoire, surtout le territoire rouge. Et donc, mais là, le décret vient juste d'être adopté. Là. On a eu un conseil des ministres tout juste avant de venir vous rencontrer. Donc, on aura assurément d'autres conversations pour s'assurer de la clarté des outils et de la compréhension commune du décret. Mais l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'une personne ne puisse pas faire dans une autre région ce qu'elle ne peut faire dans sa région de résidence. Donc, moi, j'habite ici à Québec, dans le Rouge. Je ne peux pas aller me rassembler. Je n'ai pas le droit d'avoir des gens chez moi. Je ne peux pas aller me rassembler avec des gens dans une zone orange ou jaune parce que mes interdictions se transposent et me suivent où que je sois. Donc, si une personne transgresse ce principe-là, elle s'expose, elle aussi, oui, à des amendes, passibles d'une amende de 1 000 à 6 000 $ comme c'est toujours prévu dans la loi. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de multiplier les contraventions. C'est vraiment juste de faire comprendre aux gens. On veut les décourager d'aller dans d'autres régions faire ce qu'ils ne peuvent faire chez eux. Quand on habite dans le rouge, on essaie de rester dans le rouge, on essaie de ne pas aller exposer les gens des autres régions et on évite de devenir un risque là, ou un vecteur potentiel de contagion ailleurs que chez soi. Merci. Patrick Belrose, le Journal de Québec. Et bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre,
Qu'est-ce qui a changé avec les manifestations anti-masques? Il y a 2 semaines, vous disiez que ce n'est pas nécessairement un vecteur de propagation et je ne veux pas nécessairement non plus faire des martyrs en distribuant des amendes comme ça. Donc, qu'est-ce qui a changé qui fait que vous allez imposer des amendes aux anti-masques qui ne portent pas le masque? Bien, on fait aussi de la prévention. C'est la même chose pour les activités là, où on a fermé les activités, que ce soit les salles de spectacle, les restaurants, les bars. C'est pas nécessairement que dans chaque endroit, il y a eu des éclosions, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter les contacts. Donc là, on a choisi un certain nombre d'activités, puis ça inclut les manifestations. Je pense que dans les manifestations, quand il y a des centaines de personnes qui sont proches les unes des autres, il y a un risque réel de contagion. Donc, on veut limiter les contacts et mettre des mesures comme porter un masque dans une manifestation. Donc, on continue de permettre ce que la démocratie nous demande, c'est-à-dire les gens qui sont contre une mesure du gouvernement peuvent manifester, mais ils doivent le faire en respectant la consigne de porter un masque. Concrètement, ça me semble difficile s'il y a une manifestation de plusieurs milliers de personnes d'arrêter chaque manifestant, demander les papiers et distribuer des amendes. Vous ne craignez pas de galvaniser ces manifestations-là? Vous ne craignez pas que ce soit difficile pour les policiers d'appliquer la mesure? Bien, je le disais tantôt, là, ça ne sera pas facile pour les policiers. Mais en même temps, je peux vous dire que je pense qu'on va avoir l'appui, puis les policiers vont avoir l'appui des Québécois. On ne peut pas d'un côté demander des sacrifices aux Québécois, de dire « j'invite pas d'amis à la maison », mais il y a des centaines de personnes qui manifestent pas de masque. À un moment donné, il y a une question de cohérence, puis il y a une question d'exiger la même chose à tout le monde. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la vice-première ministre, Dr Arruda. Justement, sur les manifestations, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des débordements qui mènent à l'utilisation de moyens plus coercitifs pour disperser, par exemple, ces manifestations-là? On sait que les gens qui participent, surtout les anti-masques, il faut s'attendre à ce qu'ils ne portent pas de masque dans leurs manifestations. Là, ça irait un peu à l'encontre du message qu'ils essaient de passer. Est-ce que les policiers sont prêts à se rendre jusqu'à l'utilisation de la force, des gaz lacrymogènes, des outils qui sont à leur disposition pour disperser les foules? Ben, écoutez, il y a des gens qui nous demandaient de poser le geste qu'on pose aujourd'hui il y a quelques semaines. On a essayé d'abord de prendre le temps, puis la vice-première ministre le fait, de rencontrer les corps policiers. On sait on se souvient ce qui est arrivé avec les étudiants à Montréal. On voulait être capable de reporter ce moment-là le plus longtemps possible. Mais actuellement, la situation est vraiment critique, là. Il y a des vies qui sont en jeu. Notre réseau de l'éducation est en péril. Notre réseau de la santé est en péril. Donc là, on est rendu vraiment à l'étape de dire, là, il faut faire quelque chose, il faut agir. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui mettent la vie des autres en danger, bien là, ils vont comprendre. Mais je comprends bien que vous êtes prêt à assumer le recours, écoute, par exemple, à l'anti-émeute ou à la... C'est pas ce qu'on souhaite, là. Moi, je comprends, mais je comprends que c'est pas ce que vous souhaitez. Je pense pas qu'il y ait aucun... que même les policiers souhaitent ça non plus, là, mais vous êtes prêt à assumer l'utilisation de ces moyens-là advenant la nécessité? Oui, bien, il y a une gradation, là, comme ailleurs. En ce moment, ce qu'on annonce, c'est une question aussi de moyens. Il faut donner à nos policiers les moyens concrets d'intervenir dans les décrets. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le port du masque obligatoire. Donc ça, c'est une première étape qui, à notre sens, encore une fois, va atteindre un peu l'objectif de prévenir la contagion, puis d'améliorer la situation par rapport à une manifestation où les gens ne sont pas à 2 mètres, ne portent pas de masque, avec des affiches câlins gratuits, puis des choses comme ça. Là, on a une étape de plus qui est le port du masque obligatoire avec les constats portatifs qui viennent avec. Ça, c'est très important aussi. Donc, on pense que ça pourra en décourager une partie. Tu sais, il y a des gens, parce que là, veut pas avoir une contravention de 1 000 $, là, puis il y a des frais qui viennent avec ça, fait que ça finit par tourner autour de 1 500, 1 600. Quand même, ça pourrait décourager certains. Tu sais, c'est pas rien, là, 1 500 $ net. Donc, ça pourrait en décourager certains. Et, mais comme le dit le premier ministre, là, on peut plus tolérer comme ça que une minorité d'insouciants compromettent les efforts
l'accord d'une majorité de gens. Puis, ultimement, si on devait recourir à d'autres moyens, on n'en est pas là. Pour l'instant, on franchit une première étape de mesures plus répressives pour encadrer, de mesures d'encadrement, j'appellerais ça de mesures d'encadrement des manifestations. Mais ultimement, s'il faut franchir d'autres étapes, bien, on avisera en temps et lieu. Puis si on doit poser certaines actions, on le fera. Il y a entre autres la santé publique qui dispose de certains pouvoirs aussi par rapport à tout ce qui peut présenter une menace pour la santé publique. Donc, on agira en temps et lieu. Mais aujourd'hui, on franchit une première étape. Claude Ducoté, TVA Nouvelles. Bonsoir. Avec les nouveaux moyens que vous donnez aux policiers, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent justement un abus ou un excès de zèle de leur part? On fait confiance à nos policiers là, pour apprécier les situations puis intervenir selon justement la situation. On parle de constat pour le non-port du masque. L'avantage, puis quand je parlais de donner des outils de travail concrets puis clairs pour nos policiers, l'avantage, c'est que c'est très facile à identifier. Une personne porte son masque ou non. Là. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'excuses possibles. Soit tu portes ton masque, soit tu ne le portes pas. Donc, à partir du moment où tu ne le portes pas, encore une fois, le policier va probablement faire une intervention préventive, rappeler à la personne qu'elle doit porter son masque. Si la personne met son masque, il y a fort à parier que ça va s'arrêter là et va continuer son chemin. Mais si elle refuse obstinément, si, bon, il y a une altercation ou je ne sais trop, ou refuse de s'identifier ou autre, bien là, à ce moment-là, on tombe dans l'intervention policière que j'appellerais standard et les policiers sont tout à fait habitués de gérer ça. Monsieur Legault, vous avez parlé du réseau d'éducation qui est en péril. Pourquoi ne pas avoir resserré là, les mesures dans les écoles en zone rouge, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de cas dans les écoles en ce moment? Bien, c'est pas exclu pour l'avenir. Mais actuellement, bon, puis je laisserai peut-être le docteur Arruda compléter, c'est pas là je sais que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y avait beaucoup de transmission dans les écoles, là, pas certain que c'est aussi clair que ça. Et pour nous autres, c'est la dernière chose, en tout cas pour moi, c'est la dernière chose que je veux faire, de fermer des écoles. Déjà, on a à peu près 2 % des classes qui sont fermées au Québec. Bon. Le bon côté, c'est qu'il y en a 98 % qui vont à l'école, mais le nombre de classes fermées augmente à chaque jour. Donc, il y a des enfants chaque jour de plus qui ne peuvent pas aller à l'école. Ça, ça me fait mal au cœur de voir ça. Mais peut-être, vous pouvez parler des écoles. Bien, écoutez, on suit la situation de très près. Là, comme on l'a dit, la transmission elle est très communautaire. Elle est pénétrée différents milieux, les résidences personnes âgées, les milieux scolaires. On voit, bien entendu, c'est normal avec ça, que de la transmission, il peut y avoir de la transmission au niveau scolaire, mais elle n'est pas majeure encore. Mais on surveille de très près la situation. Et quand on va voir, à un moment donné, parce qu'il y a des avantages et inconvénients à intervenir, à empêcher les enfants d'aller à l'école, il ne faut pas se l'oublier, là. C'est comme même certains pédiatres nous recommandaient antérieurement. Je pense que là, la situation est assez complexe. Hein? Les gens ont tendance à trouver il y a une cause qui fait que ça augmente. Je pense que c'est une série de facteurs. Là, on essaie de frapper là où il y a probablement le plus de chances. Mais on est en évaluation continue de la situation scolaire. On est en discussion avec le ministère de l'Éducation. S'il y a des mesures supplémentaires à ajouter, on va le faire. Mais toujours en balançant cet équilibre entre l'accès à l'éducation pour ceux qui en ont véritablement besoin, surtout là, parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne bien en télétravail, en téléenseignement ou autre. Fait que c'est aussi un élément très protecteur, le milieu scolaire, pour plein d'autres secteurs que ceux-là. Mais bien entendu, les rassemblements, les adolescents qui se retrouvent ensemble, il faut voir qu'on voit comment on peut gérer aussi la période pendant l'école, puis après l'école tout de suite. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonsoir. Madame Guilbeault, est-ce que ces constats portatifs-là s'appliquent à les contraventions de n'importe quelle infraction ou c'est juste les règles de santé publique? Les constats portatifs, ce sera pour les rassemblements dans les maisons privées, pour le non-port du masque dans les manifestations, pour aussi le non-port du masque dans les lieux publics fermés. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, 1 mois, là, on avait annoncé aussi le constat portatif pour les policiers, pour ceux qui refusent de porter le masque dans les lieux publics fermés. Et il existait aussi déjà le constat pour une infraction dont on entend moins parler, là, mais qui existe quand même. C'est pour une personne qui consommerait de l'alcool sans être assis dans un bar. Sans être assise, plutôt dans un bar, évidemment en dehors des zones rouges, puisque les bars vont être fermés dans les zones rouges. Donc, ça ne permet pas aux policiers de vérifier les autres infractions pour les autres infractions, à la base, les policiers peuvent toujours utiliser le rapport d'infraction.
Ça, c'est important de le rappeler. Là. Pour toute infraction à la santé publique, un policier peut remettre un rapport d'infraction générale, incluant celles pour lesquelles il y a un constat portatif. Donc, qui que ce soit qui commet quelque infraction que ce soit peut recevoir en tout temps un rapport d'infraction générale. Et ça, c'est le DPCP qui va déterminer l'amende qui va être dessus. L'amende va être entre 1 000 et 6 000 donc ça peut être quand même salé. Mais pour les 4 cas que je vous ai mentionnés, on dote nos policiers de l'outil supplémentaire et un petit peu plus commode pour eux et plus dissuasif pour la personne en infraction que sont les constats portatifs. Monsieur Legault, avec toutes les informations, les avertissements, les zones de couleur, est-ce que, à partir de maintenant, tout ce qui est rassemblement ou manifestation, pour vous, ça évoque une confrontation par rapport au gouvernement et à la santé publique? Bien, dans la situation qu'on vit actuellement, là, avec le nombre de cas, l'augmentation du nombre d'hospitalisations, il faut tous, comme société, qu'on se dise il faut réduire nos contacts sociaux. Donc, effectivement, s'il y a 100 personnes, pas de masque, qui sont tous un à côté des autres, bien là, il y a un risque pour la santé publique de notre société. Donc, effectivement, il y a comme un non-respect des consignes du gouvernement. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Je vais être certain de bien comprendre les consignes qui vont être transmises aux policiers parce qu'on se souvient, il y a 2 semaines, il y a eu cette grosse opération dans les bars et les restaurants durant une fin de semaine. J'ai ressorti les chiffres. Là, vous aviez indiqué 1500 avertissements environ, puis moins d'une centaine de contraventions. On a vu ce que ça a donné dans certains endroits, entre autres à Laval, où il y avait eu des avertissements. Une fois les policiers partis, le rassemblement s'est poursuivi comme si de rien n'était. Pourquoi ne pas transmettre aux policiers des directives beaucoup plus claires d'être justement proactifs, de distribuer des contraventions? Là, je comprends que le but, ce n'est pas de les multiplier non plus, mais est-ce qu'il va y avoir quand même une certaine poigne de leur part? Oui, bien, il y a déjà beaucoup de visites et d'interventions de cette nature-là proactives qui se font. Et ça, je le dis souvent, puis je vais le répéter, il ne faut pas réduire l'action policière au nombre de contraventions remises. C'est une action beaucoup plus large de prévention, de sensibilisation, de rappel des consignes. Je le disais tout à l'heure pour les parties privées, mais ça vaut pour les restaurants, ça vaut pour tout ce qu'on a encore le droit de faire. Le policier arrive dans une situation où il y a une infraction, il va toujours commencer par demander à la personne, offrir une chance à la personne de se conformer. Si la personne le fait, bien, l'objectif est atteint parce que le risque de propagation est éliminé. La personne soit met son masque, se met à distance, retourne chez elle ou en tout cas adopte un comportement sécuritaire. Et là, évidemment, on va fermer plusieurs endroits dans les régions rouges. Donc, on va éliminer le problème à la source si on veut, mais les policiers le font déjà. Et ça m'amène à un autre point dont il n'y a pas été question encore aujourd'hui, mais dans ce plan d'action, si on veut, policier pour les nouvelles zones rouges qui nous attendent à partir de minuit ce soir, il y aura aussi, entre autres, actions policières de nature plus préventive, justement, de visibilité et tout ça. Il y aura des opérations policières de visibilité dans les parcs urbains, aux abords des cours d'école. Il y a aussi des panneaux, là, donc des gros panneaux de sensibilisation qui pourraient être jumelés avec une présence policière aux abords des zones rouges pour que les gens constatent qu'ils entrent dans une zone rouge et comprennent que là, on change un peu de paradigme. Là. On arrive dans une zone rouge, il y a des choses qui sont interdites, ça présente un danger supplémentaire. On ne devrait pas théoriquement entrer dans une zone rouge si on vient d'ailleurs, à moins d'avoir une bonne raison, là, le travail humanitaire ou autre. Mais normalement, on n'est pas supposé passer d'une région à l'autre. C'est fortement déconseillé, à moins des raisons que j'ai évoquées. Donc, on a aussi assuré une espèce de signal visuel avec des panneaux en collaboration avec le MTQ qui pourrait être assorti d'une présence policière pour que les gens comprennent bien qu'on rentre en zone rouge. Et pour ce qui est des écoles, là, je veux aussi être très claire, là, il ne s'agit pas d'aller donner des contraventions aux adolescents dans les cours d'école, pas du tout, pas du tout. C'est une opération de communication à saveur communautaire, aller rappeler aux jeunes que c'est important de se distancer parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis passée devant une polyvalente cette semaine par hasard et il y avait beaucoup de jeunes qui étaient collés dans la cour d'école. Donc, c'est important de faire ces rappels-là à nos jeunes, de le faire directement sur le terrain, dans un lien, vraiment dans une interaction communautaire, là.
Ce n'est pas du tout de la répression, puis il n'y a pas de sanctions qui viennent avec ça. C'est de sensibiliser les jeunes à l'importance de garder une distance entre eux. Et même chose dans les parcs, dans les endroits là, communément fréquentés par les gens, les endroits qui seront encore ouverts dans les municipalités. Donc, ça fait partie des actions policières, tout aussi importantes, quant à moi, que le fait de donner des contraventions. Mais ceux qui s'obstinent et qui ne veulent vraiment pas suivre les règles, bien, ils pourront recevoir encore plus à partir de demain des constats de 1 000 Une question pour le premier ministre. Maintenant, ça fait 1 an aujourd'hui qu'on a déposé le rapport Vient. Il y a plusieurs organismes qui représentent les Premières Nations, les partis d'opposition aussi, qui déplorent qu'il y a bien peu de choses qui aient été faites depuis, ou enfin des choses significatives. On critique aussi la ministre des Affaires autochtones en disant qu'elle est peu présente, qu'elle a tardé à réagir aux événements de Joliette. Donc, comment se fait-il que ce soit si long de mettre en place les recommandations d'une part et d'autre part? Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de Mme Damour à ce qui s'est passé à Joliette? Oui, je suis satisfait. Écoutez, il y a 1 an, on a reçu effectivement ce rapport. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait parce qu'il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués. Il y a eu des rencontres avec les Premières Nations, des rencontres où moi j'étais présent, des rencontres avec la ministre, des rencontres techniques. Évidemment, tout a été retardé dans les 7 derniers mois à cause de la pandémie. C'était beaucoup plus difficile, mais il y a ces 2 rapports, MFADA et Vient, puis il y a aussi le groupe anti-raciste de Nadine Giraud et Lionel Carman qui va arriver avec des recommandations. Donc, ça chemine. Et puis, on est toujours déterminé à respecter les recommandations des 2 rapports. Merci. Je vais m'écarter quelques minutes de la tradition pour permettre à notre collègue de CTV de poser des questions puisque le bulletin de nouvelles de 18 h s'en vient. Alors, Kelly Craig. Good afternoon. Thank you very much for doing this. Merci beaucoup. J'aimerais comprendre la différence entre la façon que les mandats sont émis maintenant et quels seront les pouvoirs policiers à partir de maintenant. Quelle est la différence dans la façon que les policiers ont d'intervenir quand ils cognent à une porte, par exemple? Réponse. Les règles sont très claires, savez-vous? Si vous êtes dans la rue, si vous êtes avec un nombre de personnes, il vous faut porter un masque. Ça, c'est clair. C'est facile pour un policier de voir si quelqu'un porte un masque ou non. C'est plus facile que de voir s'ils sont à 2 mètres ou qu'ils viennent de la même bulle résidentielle. C'est la même chose dans les zones rouges avec les maisons. On dit qu'on ne peut pas avoir d'invités. Donc, si quelqu'un sort d'une maison, vous n'avez qu'à vérifier s'ils ont une preuve de leur résidence, de leur adresse. Sinon, ils ne respectent pas la loi. Et avec le mandat, nous avons voulu nous assurer que ça pourrait être fait rapidement. Parce que, bien sûr, si la police arrive en avant d'une résidence, si ça prend 1 jour ou 2 avant d'obtenir un mandat, les gens n'y seront plus. Donc, il est important que le même soir, ils puissent obtenir le mandat d'un juge, l'ordonnance permettant leur intervention. Donc, c'est pourquoi nous avons mis en place le nécessaire sous la direction de Geneviève et Simon Jolin Barrette aussi, et le ministre de la Justice, de tout mettre ça de façon efficace pour que ce soit plus rapide et plus facile pour les policiers d'émettre une contravention de 1 000 $. Deuxième question. Les manifestations anti-masques. Nous nous attendons à une manifestation de la sorte ce soir. Je sais que vous pouvez émettre des amendes, mais est-ce que les gens qui participent peuvent être trouvés responsables ou criminels, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres étapes après la sanction? Réponse, pour l'instant, il n'y a que question de la contravention de 1 000 $. Pour l'instant. Mais bien sûr, au moment qu'on se parle, quand on regarde la situation, avec l'augmentation importante du nombre de cas et le nombre de personnes hospitalisées, il nous faut envoyer un message très clair. On ne peut pas demander
à tous les Québécois d'agir d'une façon et d'avoir une minorité qui propage le virus. Donc le message est très clair. On ne pourrait plus clair. Pour l'instant, c'est une amende de 1 000 $. Nous allons reprendre les questions en français avec Patrice Bergeron de la Presse canadienne. Bonjour à vous trois. D'abord, concernant les rassemblements à domicile, qu'est-ce que vous estimez comme ce qui sera possible comme intervention? Est-ce que ce sera plus sur la base de dénonciation ou encore ce que vous allez demander, par exemple, aux policiers de patrouiller plus souvent dans des quartiers pour surveiller les situations? Les deux sont possibles. Évidemment, quand il y a un signalement, là, le policier peut se rendre au domicile en question, mais ça n'empêche pas que dans le cadre d'une opération de visibilité ou de patrouille de quartier ou autre, si le policier a des soupçons qu'il y a une infraction qui est en train d'être commise, il y a des signaux, il y a énormément de gens ou il y a des indices qui le portent à croire qu'il pourrait y avoir une infraction, il pourrait éventuellement cogner à la porte et puis valider la chose. Et là, on tombe dans les deux cas de figure. Soit il y a une collaboration spontanée, ou soit la personne refuse. Et là, il doit obtenir un télémandat. Que ce soit un ou l'autre, ultimement, il va pouvoir vérifier si oui ou non il y a une infraction. S'il n'y en a pas, bien, ça s'arrête là. Et s'il y en a une, encore une fois, la gradation peut laisser une chance de se conformer et, à défaut, obstinément de se conformer, va donner le constat d'infraction de 1 000 $. Et, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous estimez que vous avez un certain consensus social et que les Québécois vous suivent derrière ces mesures-là qui sont beaucoup plus strictes? Et si vous estimez que oui, est-ce que vous fondez ce consentement-là, ce consensus-là sur des sondages ou des... Non, on n'a pas fait de sondage récemment. Mais d'abord, ce qui est important de dire, là, c'est que la situation est critique. Donc, on ne fait pas ça pour le plaisir, là. La situation est critique, puis il y a une urgence de réduire les contacts. Et je pense que les Québécois comprennent ça. Puis à partir du moment où ils comprennent qu'il y a une urgence d'agir, moi, je suis confiant d'avoir l'appui de la majorité des Québécois. François Carabin, Métro. Bonjour à vous. D'abord, j'aimerais revenir sur la situation à Joliette. Il y a 2 enquêtes qui ont été amorcées. Est-ce que vous considérez de demander une enquête policière? Bien, pour l'instant, il y a une enquête du coroner, puis il y a une enquête interne aussi. Donc, pour l'instant, il y a 2 enquêtes. On n'exclut rien pour ce qui est des enquêtes policières. Sinon, vous parlez souvent de votre groupe d'action sur le racisme. Je me souviens plus des termes exacts. Ça a été lancé dans la foulée de l'affaire George Floyd qui avait mené à des manifestations ici au Québec. Quelle place a été accordée à la réalité autochtone dans les discussions? Bon, d'abord, la ministre des Affaires autochtones, puis Denis Lamotte aussi, qui est notre député d'Ungava, qui a travaillé longtemps auprès des Autochtones, sont membres du comité. Deuxièmement, il y a eu plusieurs rencontres de fait avec des groupes autochtones. Donc, c'est un enjeu important pour le comité. Puis moi, je m'attends à avoir des recommandations dans les prochaines semaines qui vont, entre autres, toucher les Autochtones. Merci. Marco Bellastrino du Devoir. Monsieur Legault, vous en avez fait mention dans votre remarque au sujet des propos de Carl Weiss, que vous n'avez pas nommé, qui dit que la deuxième vague au Québec, c'est l'école qui l'a déclenchée. Donc, vous regardez les 4 ou 5 dernières semaines, vous regardez où on était en termes de nombre de cas et vous verrez que ça correspond au retour à l'école. Donc, Monsieur Weiss fait erreur, selon vous? Bien, je vais laisser l'expert répondre. Écoutez, Dr. Weiss fait une supposition. Je vous dirais que la situation est beaucoup plus complexe qu'un seul facteur. C'est clair qu'avec augmentation de socialisation des enfants, ça devient un potentiel de transmission, mais la transmission était communautaire bien avant de rentrer au niveau scolaire. Mais de toute façon, c'est une coïncidence, ou pas une coïncidence, mais c'est un phénomène qui s'ajoute par-dessus d'autres phénomènes. On a vu qu'il y a eu des transmissions dans des rassemblements privés. C'était pas à l'école non plus, nécessairement. Je pense qu'il faut faire attention, puis j'ai beaucoup de respect pour le Dr. Weiss, il faut faire attention à toujours identifier une seule cause dans un phénomène. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que nous, il faut aussi comprendre que le besoin de scolarisation des enfants est aussi important que de prévenir la COVID-19 chez eux, mais on ne veut pas non plus qu'il y ait un impact sur les adultes plus tard, puis éventuellement pour les personnes âgées, d'où on met, à mon avis, nos éléments de protection un peu partout.
Merci. J'aimerais, Madame la vice-première ministre, en savoir davantage. Vous avez expliqué tantôt les modalités pour remettre des des constats portatifs, des constats d'infraction portatifs. Pour les télémandats, est-ce qu'un policier peut invoquer qu'il soupçonne une infraction à une règle de la santé publique pour obtenir un télémandat et rentrer chez quelqu'un et ensuite faire un rapport d'infraction plus large s'il constate d'autres infractions? Pour l'obtention du télémandat, on l'obtient d'un juge. Là, donc, c'est au juge de déterminer si oui ou non il va accorder le télémandat en question. Et là, il faut voir là, les modalités qui sont prévues dans le mandat. Que ce soit un mandat ou un télémandat, en fait, la différence, un mandat, tu l'obtiens en personne dans le bureau du juge et le télémandat, tu peux l'obtenir à distance. Que ce soit un ou l'autre, ça vient avec des modalités. Alors là, il faut voir ce qui sera prévu dans le mandat accordé par le juge. Merci. Les questions en anglais, Raquel Fletcher, Global. Good evening. Bonsoir. Ma première question, Kelly mentioned Kelly a parlé de la manifestation anti-masque qui sont maintenant en cours au moment où vous annoncez ces mesures strictes et à quel point vous comptez les faire appliquer. Avez-vous des préoccupations à savoir si oui ou non il y aura un ressac encore plus important et que les gens en ont marre? Et le plus strict vous devenez, le plus de résistance et de rébellion vous aurez. Si vous ne vous en préoccupez pas, qu'allez-vous faire s'il y a de la résistance? Réponse. Écoutez, il y a une différence avant minuit et après minuit. Donc, la règle sur le port du masque pendant une manifestation, c'est à partir de minuit qu'elle entre en vigueur. Mais avant minuit, à Montréal, par exemple, nous sommes dans une zone orange à Montréal. Donc, à minuit, nous passons en zone rouge. Dans une zone orange, vous ne pouvez pas être à plus de 25 personnes en rassemblement. Donc, il y a des règles qui peuvent être déjà appliquées avant minuit. Bien sûr, ce sera plus facile pour les policiers et les policières d'agir après minuit, car c'est facile de voir si quelqu'un porte un masque ou non, voyez-vous. Maintenant, quant au nombre dans un rassemblement, quelle est leur densité, leur proximité physique? Donc, c'est plus difficile à juger. Et comme Geneviève l'a dit, la première étape, c'est vraiment d'essayer de convaincre le groupe de s'étendre, de ne pas être trop rapprochés les uns des autres. Bien sûr, ils ne peuvent pas être en plus grand nombre que 25 et après minuit, ils ne peuvent plus être ensemble, à moins qu'ils vivent sous la même adresse. Question. Monsieur Legault, vous pourriez répondre, mais c'est peut-être davantage pour Monsieur Arruda ou Docteur Horacio. Vous dites que les données sont imparfaites. C'était hier. Quelles assurances pouvez-vous émettre en public, peut-être pour dire sur le plan psychologique, bon, 28 jours, nous allons maintenant polariser notre attention sur la diminution des contacts sociaux. Et à la fin de cette période de 28 jours, nous verrons une augmentation et nous verrons une amélioration et nous pourrons même imaginer fêter Noël. Mais alors, comment prévoir, selon les données, où nous en serons dans 28 jours? Quelles sont vos prévisions? Réponse, c'est une excellente question et en même temps une question difficile à répondre. Moi, je vous dirais que nous sommes en train d'essayer de nous ajuster selon les données épidémiologiques. Tout ne sera pas réglé en 28 jours, mais nous verrons probablement un infléchissement de la courbe. Et à ce moment-là, nous verrons si on a à répéter une autre période de 28 jours ou non. Tout dépend de nos observations, voyez-vous. Maintenant, si les citoyens et les citoyennes respectent notre période de 28 jours et que, de notre côté, on veut protéger notre système de la santé, nos aînés, nos écoliers et le personnel enseignant, nous ajusterons les contraintes. Nous ne voulons pas, nous n'aimons pas cela, mais nous essayons de faire de notre mieux à la santé publique pour nous assurer que nous verrons au moins une stabilisation et un infléchissement dans la courbe du nombre de nouveaux cas par jour. C'est clair que l'impact d'aujourd'hui apparaît à
14 jours d'intervalle d'aujourd'hui, et c'est donc une moyenne mobile. Donc, à chaque jour, il faut rajouter 14 jours, n'est-ce pas? Mais nous verrons dans les jours à venir. Il est trop tôt pour voir l'impact. Aujourd'hui, vous le comprendrez, mais comme à tous les jours, je vais avoir vraiment hâte de voir les chiffres à tous les soirs. Question, bonsoir. Une clarification, s'il vous plaît. Les masques seront obligatoires pour les manifestants dans les zones rouges, parce que cela a été annoncé lundi, ou toutes les manifestations partout au Québec, indépendamment de la zone. Réponse, oui, ils seront obligatoires dans toutes les zones. Je suis un peu confuse quant à cette règle. Si je vis dans une zone rouge, qui est le cas, et je m'en vais dans un restaurant dans une zone orange, comment le savoir? Personne ne va savoir que je viens d'une zone rouge. J'aurais pas une étiquette sur le front. Comment donc émettre une contravention? Pourquoi je serais même arrêté? Réponse. Écoutez, les gens vont voir sur votre permis de conduire où vous résidez et ils sauront que votre résidence est dans une zone rouge. C'est facile. Mais il nous faut comprendre que cela ne sera pas la toute première priorité des policiers ou des policières. Maintenant, c'est de s'assurer que tous les efforts soient déployés dans les zones rouges. C'est là où nous allons mettre l'accent. En même temps, vous pouvez avoir une contravention si vous êtes dans un restaurant, dans une zone orange, et que vous vivez dans une zone rouge. Donc la règle est claire. Ce ne sera pas la première priorité des policiers ou des policières de faire appliquer cela. Ne leur demandons pas aux propriétaires de restaurants de commencer à identifier l'adresse des invités, des clients. Car on a eu des propriétaires de restaurants. Écoutez, je reçois beaucoup de demandes de réservations. La semaine prochaine, le week-end prochain, je sais que c'est des gens de Montréal. Alors qu'est-ce que je fais? Ils doivent le dire aux gens que c'est contraire à la loi. Maintenant. Alors voilà, mesdames et messieurs, François Legault qui annonce en compagnie de la vice-première ministre que si vous organisez des rassemblements privés en zone rouge à la maison, si vous êtes en rassemblement dans un parc, si vous êtes dans une manifestation sans masque, donc 1, 2, 3, vous vous exposez à une amende de 1 000 $ plus les frais. Sébastien Bovet a calculé, c'est 1 586, je crois. Alors, au téléjournal, et vos téléjournaux suivent à l'instant dans toutes les régions. Je vous retrouve au téléjournal 18h où on aura tous les détails, entrevues, analyses sur cette opération policière qui va commencer donc au Québec à minuit ce soir. À tout de suite.